Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui nous sommes le 3e jour du festival de Cannes et la fatigue commence déjà à s'installer puisque hier on devait enregistrer l'épisode sur les coups de 3 heures et on se dit soyons au minimum raisonnables. Alors aujourd'hui, sacré programme, je vais vous parler de 4 films, un en compétition, un à la quinzaine des cinéastes, un à un certain regard et un en séance de minuit. On va commencer direct par la compétition et un film qui vient de sortir en salle de cinéma et qui fait déjà beaucoup parler de lui, à savoir Histoire parallèle d'Asghar Farhadi. Alors en ce qui concerne l'histoire, on va suivre différentes personnes. Adam qui va intégrer le service d'une autrice bourgeoise interprétée par Isabelle Huppert qui s'amuse à observer ses voisins et à partir de là trouver l'inspiration pour écrire son livre. Et à partir de là, des tas d'histoires vont se créer, vont se répéter, d'où le titre Histoire parallèle. Un jeu d'observation et de malsain va commencer à s'installer. Alors, tout d'abord, je vais jouer la carte de l'honnêteté. C'est la première fois que je joue un film de Farhadi. Je sais qu'on m'a pas mal conseillé une séparation, que je devais voir mais j'ai pas eu le temps, le passé, etc. Donc, je ne connais pas quel est son style habituel, quelles sont les thématiques qu'il va travailler et surtout comment il va le mettre en scène. Donc j'ai pas vraiment de point d'attache sur quelles ont été les raisons de ses décisions. Par contre, il y a un truc que je connais, c'est le décalogue, parce qu'effectivement, le film est une réadaptation, une inspiration plutôt du décalogue numéro 6 de Kieslowski qui a eu droit à son adaptation cinématographique. Alors adaptation, c'est juste une version longue, je pense que juste vu que les décalogues c'est que des épisodes qui font moins d'une heure, ils font dans les 50 minutes, Kieslowski a dû prendre le reste de ses rushs pour en faire une version de 1h20, 1h30 qui en France s'appelle Une brève histoire d'amour et qui est un film que je vous recommande énormément parce que ce soit l'épisode ou bien du coup le long métrage, c'est mon Kieslowski préféré. Après j'ai pas vu la trilogie bleu blanc rouge, mais je trouve que dans celui-ci la manière dont il va travailler le regard, le voyeurisme, puis la question du désir, comment au bout d'un moment il va essayer d'inverser ce rapport de force, de domination et tout ce qui va se construire, la solitude qui est narrée et du coup ces deux êtres qui vont malgré tout se rapprocher alors il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui est en train de se créer. Je trouve que c'est un film brillant et si vous avez l'occasion de le voir et de manière générale le décalogue, je ne peux que vous y encourager. Le film a l'air d'assumer le fait d'être une inspiration du décalogue puisqu'il y a des éléments qu'on retrouve des épisodes précédents. Je pense notamment à l'épisode de Tu ne tueras point où dans le film il y a au cours d'une écriture d'Isabelle Huppert une mise à mort qui est inspirée de cet épisode. Donc si vous avez vu, vous pouvez retrouver ces éléments. Alors le film est sorti en salle, le film a été vu par la presse, le film a été vu par plein de gens et tout le monde s'accorde à dire que ça pue un peu la merde. Eh ben écoutez-moi bien. Comme hier, je vais essayer de défendre l'indéfendable. Je vais essayer de vous dire que vous n'avez pas totalement tort. Mais je trouve que le film a plein de choses intéressantes. En fait, je vais construire tout mon argumentaire sur cet aspect-là. C'est que le film de Kieslowski, comme je vous ai dit, travaillait la question du voyeurisme et à travers celui-ci, la question du désir. Eh bien, Farhadi va reprendre cette inspiration du voyeurisme, mais comme je vous le dis, il va le transposer dans la question de celle de l'écriture, de l'écrivaine, celle qui observe pour pouvoir écrire. Et en fait, là où Kieslowski du coup parlait du désir, Farhadi va parler de l'imagination. Une fois qu'il a ce point de vue, eh bien Farhadi va s'amuser, contrairement à Kieslowski qui va du coup inverser, comme je vous ai dit qu'une seule fois, le rapport de domination et d'observation. L'observeur va finir par être observé. Ici, Farhadi va s'amuser à ce que ces personnages, quasiment tous, vont avoir les deux rôles, un moment ou à un autre. Tous vont être observés et tous vont être observateurs. Et juste le simple fait de pouvoir rajouter ce genre de choses, je trouve que le film est un petit peu malin. Alors je dirais peut-être pas forcément dans son écriture, mais l'idée que à l'heure actuelle, la question du voyeurisme est encore plus poussée. Justement, symboliser ça, il va intégrer deux éléments. Premièrement, alors c'est juste au niveau de l'écriture que fait Isabelle Huppert, donc on va pas le retrouver, mais il va y avoir une caméra de surveillance. Il va pousser la question du voyeurisme à celle de la caméra de surveillance où nos libertés les plus fondamentales peuvent être entravées par le fait que quelqu'un va observer, ne serait-ce que la question de la nudité ou la question de l'infidélité par exemple. Et ensuite, l'autre élément, c'est que notre trio secondaire principal, ça va dépendre des moments du film, donc interprété par Vincent Cassel, Virginie Fira et Pierre Ninet, travaille
dans le milieu du cinéma, et plus particulièrement le bruitage. Le cinéma étant l'art absolu du voyeurisme, plein de films l'ont théorisé, et notamment Le Voyeur, qui est peut-être un des films les plus importants sur la question du voyeurisme au cinéma, avec peut-être Sexe, mensonge et vidéo, pourquoi pas, et Blow Up, évidemment. Quand même de Palme d'Or, et Cannes est quand même très friand de ce genre d'auto-analyse autour du cinéma. Et du coup, Farhadi commence à construire tout un propos sur le fait que le voyeurisme à l'heure actuelle est un petit peu partout, et que l'observation et le voyeurisme nourrit l'imagination, et que quand tu es dans le voyeurisme, et que l'imagination et que l'art, de manière générale, l'écriture, va révéler la réalité. Le problème, c'est que le film va prendre ça un peu trop au sens de la lettre et va pousser. Et en fait, pour moi, c'est le grand défaut du film, c'est que le film est beaucoup trop long et qui pousse énormément plein de choses que l'on voit. Par exemple, il y a toute une première partie qui est extrêmement longue, qui dure 1 heure, sur les écrits d'Isabelle Huppert. Et alors on le comprend, moi je l'avais pas compris de suite, mais au bout d'un moment on comprend que la première fois qu'on rencontre les personnages donc de Cassel et Fira et Niné, ce sont des représentations, ce ne sont pas de vraies personnes. Et donc l'étalonnage, la lumière, le jeu des actrices et leur dialogue, tout ça est un simulacre, et c'est une simulation. C'est mal joué, c'est mal écrit, mais c'est fait exprès. Sauf que je trouve que le film se cache un peu trop derrière cette idée, et encore une fois, c'est beaucoup trop long. Et pareil, les réactions que vont avoir les personnages suite au fait d'être observés, je comprends, parce que dans le Kieslowski, celle qui est observée va être dérangée, mais ensuite, comme je vous ai dit, le film va creuser un petit peu cette question du malsain, de l'observation, et ensuite comment elle-même va se prendre au jeu, et elle-même va finir par observer celui qui l'observe. Là, dans le Farhadi a que gardé l'idée de « elle est pas trop dérangée ». Donc, il y a des moments assez absurdes où Adam, le personnage principal qui joue lui aussi le rôle de l'observateur et de l'écrivain, va aller jusqu'à des sommets de violation d'intimité, et le personnage d'Efira reste extrêmement calme à des situations qui sont complètement absurdes. Ou est-ce que c'est carrément « je vais fouiller dans ta vie intime la plus privée », et elle va juste dire « tu écris bien quand même ». C'est très surprenant. Pareil pour les personnages de Vincent Cassel et Pierre Ninet, où est-ce que, une fois qu'il y a une certaine révélation, ils vont agir d'une certaine manière, où là tu te dis, mais le film n'a pas besoin d'aller dans cette direction. On a compris son propos, c'est pas la peine de le pousser aussi loin. Ce qui fait que, je me rappelle, à un bout d'un moment, j'étais en train de regarder ma montre en me disant, voilà, le film va bientôt se terminer, il restait 25 minutes. Le film a clairement une demi-heure en trop sur ce qu'il veut raconter. Et puis oui, alors au début ça me plaisait, mais encore une fois le film pousse tout ça tellement loin que ça en devient très vite barbant. Qu'est-ce qu'il y a des allers-retours entre tous ces appartements? Une fois qu'on a compris la dynamique que c'est un voisin qui observe d'un premier bâtiment envers le bâtiment qui se trouve juste en face de la rue, le film va clairement abuser de ce genre de jeu d'aller-retour entre ces deux bâtiments, mais juste pour faire discuter les personnages, pour les faire se rencontrer, mais pas tant pour construire la question de, encore une fois, le voyeurisme. Donc, de manière générale, même si j'aime beaucoup l'idée et ce qu'il va commencer à faire, une fois qu'il a juste posé de le voyeurisme construit l'imagination qui révèle la réalité, qu'est-ce que tu me fais de plus, en fait? Est-ce que tu commences à faire une réflexion, comme c'est le cas pour les films que j'ai cités précédemment qui ont gagné la Palme, Sexe, mensonge et vidéo ou Blow Up, qui sont pas forcément des films que j'aime plus que ça, mais au moins le propos qu'ils construisent, il est tenu de bout en bout, et je comprends parfaitement ce qu'ils essayent de raconter à travers l'art et le cinéma de manière générale. Là, Farhadi me dit juste, le voyeurisme, on en fait tous un petit peu, le cinéma en est l'exemple parfait, mais regardez, on révèle des choses importantes. Ok, sauf que il t'en fait pas plus. Alors je vois bien qu'il essaie de l'intégrer, de le remoderniser et de le mettre dans un contexte post-MeToo, le film va plus ou moins l'expliciter, mais il va pas en faire grand-chose. Et j'ai l'impression que je dis ça sur beaucoup de films. Donc voilà, histoire parallèle, est-ce qu'il a un potentiel à Cannes? Moi je me dis, il y a un monde dans lequel le jury lui remet le prix du scénario. Comme je vous ai dit, sur le papier, je pense que sur le papier ça aurait pu. Dans le résultat, je suis un peu moins convaincu.
Allez, on va continuer avec un film que j'attendais énormément. Nous passons donc à un certain regard et je vais vous parler de Quelques mots d'amour de Rudy Rosenberg. Rudy Rosenberg, c'est un cinéaste que je suis depuis quelques années, dont j'aime beaucoup le travail. Vous l'avez peut-être connu pour un court-métrage qui s'appelle Aglaé, ou encore son long-métrage qui s'appelle Le Nouveau, qu'il avait réalisé il y a 10 ou 11 ans, donc c'est dire à quel point il date. Et sinon, quelques pubs Intermarché, alors non, pas celle du loup, mais celle du groupe de jeunes hommes qui vont acheter les courses, qui vont faire des courses un peu plus saines pour plaire à la caissière, ou encore les deux gamins qui vont aller acheter des tas de choses pour le Père Noël. Voilà, si ça vous parle, et ben voilà, c'est ce cinéaste. En fait, j'étais extrêmement curieux parce que je trouve que il a deux grandes qualités. Déjà, il sait extrêmement bien faire jouer les enfants, et deux, il y a une grande tendresse dans son cinéma, et même dans des pubs, il arrive toujours à incorporer une narration qui est à la fois mignonne et très satisfaisante à voir. Donc, j'attendais vraiment avec une certaine impatience son retour à la caméra. Et que dire, à part que j'ai adoré. Et ça m'a même limite ému aux larmes. On va suivre donc l'histoire de Asfia Herzi, qui est une mère célibataire, ou plutôt devrais-je dire célibatante, qui a deux enfants de deux pères différents. Et son aîné cherche à prendre des nouvelles de son père et surtout à rentrer en contact. C'est d'ailleurs littéralement l'ouverture du film. Elle est avec sa gamine et elle essaye d'appeler Antoine, donc le père, pour lui dire « Bon, il y a ta gamine qui veut te rencontrer, viens, on se voit. » Et lui dit non. Et donc le film va se passer sur deux époques différentes, en 95 puis en 2002, sur en fait l'histoire de cette gamine qui va essayer tout d'abord de s'accommoder à ce que dit sa mère, puis ensuite au moment de l'adolescence, essayer de chercher de faire sa quête pour rencontrer son père et peut-être mieux comprendre ses origines, mieux comprendre qui elle est et tout ce genre de choses quand on grandit avec qu'un seul des deux parents et qui nous manque entre gros guillemets l'autre moitié. Comme je vous ai dit, c'est un énorme coup de cœur. Alors, pour reprendre par rapport aux habitudes de Rudy Rosenberg, déjà, il fait extrêmement bien jouer les enfants. De ce qu'on a cru comprendre au niveau de la présentation, à part Asfia Herzi, toutes les autres personnes que l'on voit dans le film sembleraient être du casting sauvage, ou en tout cas des actrices non professionnelles. Et putain, qu'est-ce qu'il arrive à... déjà, bravo pour le casting, bravo à la personne qui s'en est chargée parce qu'elle a vraiment su capter des talents et trouver dans ses enfants une flamme et un jeu ultra convaincant et ultra poignant. Et en même temps, Rudy Rosenberg d'avoir su les diriger pour nous faire porter littéralement le film. Ce sont très vite eux, alors qu'il y a Asfia Herzi, qui vont porter le film de tout du long, notamment l'actrice principale. Ce qui me plaît le plus, et j'aurai l'occasion d'en parler avec le film suivant, c'est la caméra que va avoir Rudy Rosenberg. C'est une caméra qui traduit toute la tendresse et tout l'amour qu'il a envers ses personnages. C'est une caméra qui est tellement proche, qui a tellement d'amour, qui veut tellement les aider et les comprendre que l'empathie se fait direct et l'attachement également. C'est un film qui va énormément jouer avec les regards des actrices, tous les silences, parce que c'est un film qui est extrêmement drôle, vraiment c'est brillamment écrit et si vous avez vu Le Nouveau ou vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le découvrir. Vous savez à quel point Rosenberg c'est quelqu'un qui a une plume au niveau des dialogues et qui sait faire fine mouche et au vu de comment la salle a réagi, plein de fois on se mettait énormément à rire et en même temps il arrive dans ces moments de rire, dans son écriture, à capter des moments d'une grande sincérité où ce sont des personnages qui essayent de faire de leur mieux, qui essayent de comprendre, qui essayent de se reconstruire. Si on met en relation à la fois l'écriture et à la fois la caméra, on est tellement proche des personnages que on a envie de suivre leur quête du début à la fin et le montage aide beaucoup à ça parce que il arrive à garder vraiment une substance, que ce soit la vie en cité ou du coup dans cette solitude, on arrive parfaitement à saisir toute l'ampleur de leur questionnement et de leur personnalité. Moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que comme je vous ai dit le film se passe sur deux époques, en 95 puis en 2002, donc c'est un film qu'on pourrait qualifier plus ou moins de nostalgique puisqu'il ne se passe pas du tout à notre époque et il y a un petit vernis esthétique des années 90 début 2000 où on prend un répondeur pour son téléphone, où on a la télé qui est toujours posée dans le salon. Mais ce que j'aime bien c'est que j'ai pas du tout l'impression qu'il y a le moindre cynisme ou que ce soit un pur vernis. Alors je peux pas du tout le comparer avec juste une illusion de Toledano et Nakache parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais là on sent que
le réalisateur a voulu s'inspirer peut-être d'une partie de sa vie, en tout cas qu'il a connu cette époque, parce qu'il y a des éléments, par exemple la télé. Moi, ça m'a marqué parce que chez moi, j'avais toujours la télévision qui était allumée. Et justement, comment cette télé est un peu une compagnonne, la télé qui est aussi pour symboliser du passage du temps, voilà, là on est en train de regarder la Starac, là on va regarder Vivement Dimanche Prochain, on a grandi avec Michel Drucker, avec Nikos Aliagas, etc. Enfin, je trouve qu'il a vraiment su capter ce qu'était la vie à ce moment-là d'une famille plutôt modeste, avec leurs amis, et encore une fois, je trouve le film très beau. Comment il creuse ces thématiques autour de la quête d'un père qu'on n'a jamais connu et qu'on essaye absolument de rechercher. C'est un film tellement beau, c'est un film tellement tendre, c'est un film qui aime tellement, justement, quelques mots d'amour. Le film va littéralement parler de cet amour entre enfants et parents, cet amour que l'on cherche, cet amour que l'on ne dit pas, mais cet amour dont on a énormément besoin. Je peux que vous encourager à découvrir le film quand il sortira. J'ai cru comprendre, je suis pas sûr que le film allait être sélectionné pour être diffusé dans les 3 derniers jours de Cannes dans les divers pâtés de France. De toute façon, quand la liste tombera officiellement, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous encourager à découvrir les films qui s'y trouveront. Mais voilà, c'est un retour gagnant pour Rudy Rosenberg, d'autant plus qu'il est accompagné de Hugo Sélignac. Alors, soi-disant qu'ils se connaissent depuis hyper longtemps. Hugo Sélignac, donc producteur d'un tas de films, notamment, je ne vais pas citer les meilleurs, mais Chien 51, L'amour ouf, Novembre et Bac Nord. Mais en tout cas, vous voyez le genre de film qu'il produit, vous voyez aussi la popularité qu'ont ce genre de film. Donc, j'espère que Quelques mots d'amour arrivera à retentir autant que les films précédents que je vous ai cités. C'est clairement un film qui va faire parler de lui, c'est un film qu'on va retrouver au César parce que je pense que les gamins, la gamine de notamment, la révélation féminine, je pense qu'on peut déjà taper dans ce film, c'est très tôt évidemment, mais c'est tellement brillant comment les enfants jouent et c'est tellement sincère, c'est tellement drôle. Là, c'est un petit bonbon, c'est un film qui fait extrêmement du bien et c'est un film qui est aussi assez réaliste. C'est un film qui peut plonger peut-être par instant un peu trop dans le pathos. À un moment, il y a une accumulation, un surplus de oula, il n'arrive pas des choses super positives à notre personnage principal. Est-ce qu'on peut la laisser respirer un petit peu? Et en même temps, je comprends, parce que c'est jamais gratuit, c'est toujours pour construire un propos, pour faire une symbolique. À un moment, il y a un chien, et le chien va très vite devenir un symbolique du fait que c'est des gens qui ne font que parler sans jamais s'écouter. C'est un très beau film aussi sur la communication, notamment à travers le coup du répondeur. Bref. Faut pas que je m'étende trop, mais c'est clairement c'est un deuxième coup de cœur du Festival de Cannes. Je dis deuxième, mais on va partir sur un troisième coup de cœur avec Merci d'être venu d'Alain Cavalier. Alors là, pour le coup, comme Farah dit, Cavalier, j'ai jamais rien vu de lui. Enfin, j'ai vu 2-3 courts-métrages et puis des extraits de ses films, mais j'avais jamais rien vu. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur parce que Cavalier, en tout cas sur les dernières années de sa vie, a fait ce qu'on appelle du journal filmé. Il prend sa caméra et il filme tout ce qui tourne autour de lui. C'est juste lui, sa caméra et le micro qui est posé dessus. Et ensuite, il va filmer un petit peu tout ce qui l'entoure, avec des cadrages qui ne sont que la représentation de ce que lui-même voit. Alors, on a eu un petit Q&A qui permet de comprendre un petit peu mieux son cinéma. Comme je vous ai dit, donc, il filme tous les jours et le film se passe il se déroule sur à peu près une dizaine d'années. Le film commence en 2011 et va se finir sur les années 2023 pour jusqu'à la diffusion de son avant-dernier film, à savoir L'Amitié. Enfin, si j'ai bien compris, c'est bien l'avant-dernier film. Et sur lui qui fait un petit peu le tour de France pour venir le présenter, etc. En fait, il y a une phrase qui a été dite et qui résume parfaitement le film et j'imagine les derniers films d'Alain Cavalier. C'est à travers le montage, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire ressortir en prise directe l'émotion sur le moment. Et c'est exactement ce qu'on ressent durant le film. En fait, cette caméra qui est hyper brute, et avec un son qui est quand même très travaillé, c'était ma grosse crainte. C'était vraiment parce que, pour avoir vu certains extraits, le son est vraiment catastrophique sur certains des extraits des films que j'ai pu voir, mais là, le son est très bon. Cette caméra hyper brute, qui est parfois bancale, parfois tremblante, parfois pas centrée, parfois en hors-champ. Des fois, il va se filmer juste des mains et il va discuter avec une personne. C'est une retranscription tellement juste et tellement intense de ce que a ressenti Cavalier. Et encore une fois, je connais pas le personnage et je connais très peu le réalisateur. Mais ce qui se dégage de ce premier film, qui
semblerait être son dernier, mais Cavalier, c'est comme Miyazaki, il va continuer de faire des films jusqu'à sa mort. Euh, j'ai découvert un cinéaste et une personne qui a l'air extrêmement sincère, extrêmement, comment dire, comme c'était dit, c'était d'une authenticité extrême, une liberté extrêmement honnête. C'est quelqu'un qui a envie de filmer les gens, a envie de filmer la vie, des tout petits moments, et qui le fait avec tellement de simplicité, tellement de beauté, que tu ne peux que être charmé. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui a été le cas. Le film, en plus, est très court, il fait moins d'1h30, donc ça passe assez vite. Et une fois que tu as réussi à passer le cap de bah, il prend sa caméra, il va le filmer de manière extrêmement brute. Le film est bouleversant. Je suis en train de regarder un petit peu les notes. Moi, il y a des éléments qui me plaisent beaucoup. C'est comment lui-même va s'intégrer dans le récit. Alors, vu le nombre d'heures de rush, pour en avoir parlé un petit peu avec le monteur, l'objectif, c'était pas du tout de mettre Alain en avant, mais à travers des petits moments très détournés, à travers un jeu d'ombre, à travers un miroir, il va essayer de composer son image, d'exister sans trop être présent, sans trop occuper le film, parce que ce qui intéresse Cavalier, c'est filmer ce que lui voit et pas ce que lui est. C'est pour ça qu'il va jamais se filmer directement, toujours à travers des moments détournés. Ce que j'aime beaucoup dans son cinéma et ce que j'aime beaucoup dans le documentaire, c'est quand la caméra, bon là, elle existe comme c'est pas possible, vraiment, la caméra fait entièrement partie du dispositif de réalisation et du documentaire, c'est que il va énormément faire dialoguer les gens avec la caméra, avec le fait qu'ils sont en train d'être filmés. Et ça, j'aime beaucoup l'idée qu'ils aient gardé ça au montage. On va toujours entendre, ça te va que tu sois filmé, si tu veux, on filme pas et on va discuter plus tard, etc. Et c'est des simples éléments où est-ce que on comprend à quel point la caméra et le documentaire peut creuser de la matière, peut creuser le dialogue avec les personnes. Et ce dialogue, on va aussi le retrouver avec son enfance. En fait, c'est un film qui part dans tous les sens. Vraiment, étant donné que c'est filmé sur une dizaine d'années, c'est impossible d'avoir quelque chose de cohérent. La seule cohérence, c'est le personnage d'Alain Cavalier qui a toujours cette candeur, toujours cette envie de filmer les autres et de filmer le rien et des fois juste parler avec les gens, parler avec son cordonnier, parler avec un serrurier, parler avec un boulanger, parler avec sa femme, etc. C'est ça. En fait, c'est cette envie de rencontre qui résumerait tout le film, mais il n'y a pas de fil rouge clairement défini. Et notamment, à un moment, il veut parler avec son enfance, il veut parler de son enfance, mais pour ça, au lieu de juste reprendre des images d'archives ou je ne sais quoi, il va reprendre des éléments très concrets, très matériels. Par exemple, le pain qu'il aimait quand il mangeait, quand il était enfant, le pain qu'il mangeait quand il était enfant et qu'il aimait. Et bah du coup, il va racheter cette baguette et ensuite, bon, il va la décortiquer. Là, dit comme ça a l'air chiant et ça a l'air un petit peu intello, prout-prout, mais vraiment, je vous jure qu'il y a un rapport à la matérialité des souvenirs que je trouve très beau. Si vous n'avez pas vu Cavalier, comprenez juste un petit peu comment il filme et pourquoi il filme de cette manière. Et clairement, je trouve que c'est une magnifique porte d'entrée. Et puis, il y a une référence à Jean-Marie Bigard. Il en parle un moment avec une certaine Emmanuelle. Ils en parlent pendant 2 minutes. Donc voilà, si jamais vous voulez briller en société, sachez que Jean-Marie Bigard est cité dans le dernier film d'Alain Cavalier. Ce sont des éléments que je n'aurais jamais reliés. Et finalement, le cinéma permet des fois des rapprochements inattendus. Allez, on va s'occuper du dernier film, un film qui est passé en séance de minuit, d'où le fait que je devais enregistrer initialement à 3h du mat, mais bon, il y avait quand même besoin de dormir, à savoir Sanguine de Marion Le Coroleur, ou Corolé. Le film nous raconte absolument tout dans sa scène d'introduction, à savoir qu'il y a une sorte de virus, de maladie qui a un impact sur du coup les tissus sanguins des personnes et qui vont devenir littéralement sanguins et vont se mettre à avoir une extrême violence envers des tas de personnes autour d'elles. Comme je vous ai dit, en fait, il y a tout qui est dans la scène d'introduction. Le film fait 1h30. La scène d'introduction répond à tout. Mais vraiment, elle incorpore tous les éléments. Alors après, plus tard, parce que comme je vous ai dit, il y a ça, et on va suivre tout ça du point de vue de gens qui travaillent aux urgences, notamment autour de notre personnage principal. D'ailleurs, ça c'est un des points positifs, mais j'y reviendrai juste après, sur l'actrice qui, pour moi, est une vraie révélation. Il y avait une promesse, mais dès que j'ai vu la première bande-annonce, j'ai compris que ça allait être un petit peu compliqué, et effectivement. Le film veut construire un propos autour de la question du burn-out, et cette violence, c'est une réponse au stress provoqué par le surmenage et les bullshit. Enfin, c'est pas des bullshit jobs, c'est parce qu'il y a littéralement quelqu'un qui travaille aux urgences, donc c'est pas du tout ça, mais quand t'es surmené.
que tu te fixes des objectifs beaucoup trop hauts par rapport à ça. Là, parce que le film a un propos intéressant, c'est sur sa toute dernière scène. C'est justement cette toute dernière scène. Tous les éléments qu'il va amener sont dans la partie d'introduction, donc tu les vois arriver. C'est un film que je trouve vraiment, pour le coup, très prévisible. Ce qui encore une fois, n'est pas un défaut, parce que moi, ce qui va me toucher, ça va être comment tu vas construire ton propos, ou comment tu vas faire naître les émotions. Là, pour le coup, je trouve que le film, c'est pas qu'il est artificiel, c'est que tout est tellement cousu de fil blanc que je peux savoir à qui tu vas passer un coup de fil, je peux savoir comment ce personnage et ce personnage vont rentrer en communication avec toi et en relation, et qu'est-ce que vous allez construire de ce duo. Donc déjà, je trouve que ça va pas du tout me saisir par rapport à ce genre de choses. Et puis, c'est malgré lui, mais le film subit énormément le fait qu'on a 2 autrices actuellement dans le cinéma français qui travaillent le body horror et qui ont fait beaucoup parler d'elles, notamment à travers Cannes. C'est Julia Ducournau et Coralie Farja. Alors c'est nul de les comparer parce que ce sont toutes les 3 des réalisatrices, mais à l'heure actuelle, il y a une vraie vague par rapport à ça. Et j'en parlais hier avec une amie que vous connaissez peut-être, Lisa, du podcast L'un a vu tous les films, l'autre pas. C'est qu'au moins Cannes a cet avantage de mettre en avant cette nouvelle génération de réalisatrices. Il y a eu un genre dont j'ai plus le nom sur l'horreur française dans les années 2000, avec notamment Alexandre Aja qui a touché un petit peu l'international. On est en train de subir une nouvelle vague, et aussi avec d'autres cinéastes comme par exemple Sébastien Vanitschek, de ces nouveaux cinéastes français qui font du genre du premier au second film. Je pense aussi à Emma Benastan qui dès son second long métrage s'est mis à aller vers le genre avec Animal. Donc c'est hyper agréable que Cannes fasse ce genre de mise en avant. Après, encore une fois, je trouve que le film a beaucoup de défauts, comme je vous dis, en dehors de son scénario, même au niveau de son étalonnage. Le film est extrêmement contrasté. Alors, ça peut se comprendre quand on est dans le milieu des urgences, avec des lumières, un blanc très néon, si je puis dire. Mais ça va très vite faire mal aux yeux. Je ne comprends pas pourquoi elle veut travailler autant ça. Puis, toute cette question de violence que va évoquer le film, je la trouve tellement vide, tellement vidée de sa substance ou de sens, alors que pourtant il y a un propos politique sur la question du burn-out, que je passe complètement à côté du film, tout du long. Je ne ressens pas grand-chose. Pourtant, il y a des effets extrêmement réussis. La partie organique du film, elle est vraiment réussie. Et l'autre très grande qualité du film, c'est Mara Taquin, l'actrice principale, qui porte le film de bout en bout. Elle est vraiment excellente. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Je vois qu'elle a joué dans Hors Normes. Elle est géniale. Et donc, c'est un film qui a une bonne volonté. C'est un film qui a un pitch super, comme Le Paradis, mais qui va vraiment pâtir de la comparaison avec les autres. Et outre ça, le film n'a rien de plus à me proposer que 2-3 petits effets de montage au niveau de la cadence, où à un moment on voit que l'image elle est ralentie et vraiment c'est pas caché, ou au contraire à un moment l'image elle accélère. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que la promesse était là, mais le résultat est assez décevant. Sanguine, ça devrait sortir cet été, je crois. Allez le voir si jamais vous voulez vous faire votre propre avis, mais je suis loin d'être le seul. Le film divise, mais globalement, on est tous mitigés, voire on n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est décevant, c'est très décevant. Après, encore une fois, c'est un premier long métrage. Il y a des défauts, il y a aussi le fait qu'elle a suivi une voie bien tracée. Peut-être que c'était un coup d'essai et que à partir de ce second, on va enfin comprendre qui est la réalisatrice derrière, qui est l'autrice, et révéler ce qui se cache derrière la surface, parce que là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, même si ça gratte un peu. Voilà, et écoutez, encore 35 minutes où est-ce que je parle, je vous tunnel à travers 4 films. Demain, donc aujourd'hui au moment où j'enregistre, plein de films, j'ai plus le programme sous la tête, mais il y a le Hamaguchi. Et rien que pour ça, ça va être énorme, ça va être pas mal. Bref, merci à celles et ceux qui prennent le temps d'écouter du coup ces podcasts jusqu'à la fin. Profitez, si c'est encore le pont, profitez bien, profitez de ce week-end de 4 jours ou de 5 jours, je ne sais plus, qui vous attendent, kiffez bien. Les gens du festival kiffez bien également, et les gens qui travaillent, bon courage. On se retrouve demain, et puis ciao, salut.
envie de le dire, monde de merde.